On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du défi des chefs au profit de Leucan, ici même en Montérégie. Mais tout d'abord, on vous parle de la porte ouverte lundi prochain à l'École professionnelle des métiers de Saint-Jean-sur-Richelieu. À mettre à vos agendas pour le lundi 6 février de 9h à 20h, porte ouverte à l'École professionnelle des métiers, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je trouve ça intéressant de parler de cette école et d'autant plus que là, depuis quelques jours, le nouveau ministre de l'Éducation multiplie les entrevues où il nous dit que c'est donc important, l'éducation au niveau des écoles professionnelles de métiers, et tant mieux si ça prend plus d'espace. Bref, parlons de celle que nous avons ici sur le territoire du Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Deux invités pour en parler. D'abord, Annick Tomlinson. Bonjour à vous. Bonjour. Accompagné de Sylvain Fortin, qui lui-même enseignait à cette école. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, je trouve ça intéressant parce que d'emblée, effectivement, le nouveau ministre Bernard Drainville dit que dans les fameuses 7 priorités, il y en a une qui porte sur l'éducation professionnelle. Puis effectivement, on ne peut pas tous être médecins et quand on est mal pris puis qu'on a besoin d'un corps de métier, on est bien heureux d'avoir des gens qui savent faire ça dans la vie. C'est quoi l'importance de cette école-là ici, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu? Bien, en fait, la formation professionnelle, c'est une autre voie d'apprentissage. C'est un beau premier diplôme où les gens vont aller beaucoup, les jeunes comme les moins jeunes, hein, parce qu'on en a de tous les âges, vont aller apprendre vraiment en manipulant, en mettant en pratique la théorie qu'ils vont recevoir en classe. Donc, c'est un mode d'apprentissage qui est complètement différent puis qui répond vraiment aux besoins de nos élèves, les jeunes comme les moins jeunes. Donc, la porte ouverte pour nous, c'est vraiment une opportunité de permettre à des jeunes d'avoir des perspectives, de dire, bien, je vais aller voir en mécanique auto, je vais aller voir en soudage, je vais aller voir en santé, pour explorer des domaines de formation, puis donner une lumière au bout du tunnel. Moi, je me promène dans les écoles secondaires, puis à 15 ans, 14 ans, quand ils se font poser la question, « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? » Bien, ils ne savent pas, puis c'est bien normal. Mais c'est en étant exposés. Moi, je pense qu'on a un devoir, l'École professionnelle des métiers, de permettre à nos élèves, jeunes et moins jeunes, d'être exposés à ce que c'est la formation professionnelle. Puis actuellement, on est dans un contexte où on n'arrive pas à former suffisamment de travailleurs pour répondre aux besoins sur le marché du travail. On parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. Puis l'autre chose que je me plais à dire, c'est que, l'université, c'est pas pour tout le monde. À la limite, même le cégep, pas tout le monde qui est confortable nécessairement avec ça. Bon, on dit tout le temps, évidemment, l'importance d'avoir son diplôme de secondaire 5 pour avoir des options. Mais la formation professionnelle fait partie de ces options post-secondaires où on peut être formé dans un délai d'1 an ou 2, puis de sortir de là avec un métier et potentiellement une rémunération qui a tout à fait du sens, là. Oui, puis il ne faut pas voir le diplôme d'études professionnelles comme une fin en soi. Ça peut être un premier diplôme. On a des élèves qui ont fait leur, par exemple, DEP en usinage, qui sont allés en génie mécanique par la suite à la technique, puis qui ont abouti en génie mécanique. Mais ce que ça fait, c'est que tu comprends mieux les bases de ton métier, là. M. Fortin, vous enseignez quel domaine, vous? En soudage haute pression. Depuis combien d'années? Depuis maintenant 12 ans. 12 ans. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Étiez-vous soudeur? Soudeur de métier, métallurgiste de formation. Puis qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu prof? Je vous dirais, dans un premier temps, que j'ai été approché par la commission scolaire. On avait besoin d'enseignants. C'est un besoin qui est encore criant. J'étais un vulgarisateur en entreprise. Ma fonction principale était d'implanter des procédures de soudage, de développer des nouveaux produits, et j'ai vraiment pris goût. J'ai pris goût à bâtir des programmes, des séquences de travail, et j'ai transféré ces connaissances-là dans l'enseignement. C'est quoi le profil des élèves que vous avez devant vous? Parce qu'on pense des fois que c'est juste des jeunes qui sortent du secondaire, mais vous en avez des plus vieux aussi, là. Bien, ma collègue Annick en a parlé un petit peu. C'est des gens qui apprennent différemment. Qu'importe l'âge. On parle des jeunes secondaires, on parle des adultes, on forme des travailleurs spécialisés. Les travailleurs spécialisés qu'on va former vont apprendre par le mouvement, par des laboratoires. On va apprendre, on sort du cadre magistral. On sort du cadre magistral, il faut des théories, il faut des bases, il faut une tête pour diriger les mains. Pour devenir un travailleur spécialisé, bien, on apprend différemment. C'est des jeunes qui sont mobiles. Ce sont des jeunes qui vont se promener. Ce sont des jeunes qui sont explorateurs.
Ce sont des jeunes qui veulent toucher aux choses et surtout voir un projet avancer. On disait tantôt que nos jeunes sont des travailleurs spécialisés. Le PIB d'un pays est produit par ces travailleurs spécialisés-là. Toutes nos infrastructures, les ponts, les viaducs, tous les bâtiments passent par la formation professionnelle. Donc, ce sont des jeunes gens de projet avant toute chose. De mémoire, il y a quoi? Il y a une vingtaine de programmes à l'EPM? On a 19 programmes 19? à l'EPM, oui, incluant les attestations de spécialisation professionnelle, comme Sylvain enseigne en soudage haute pression. Puis, on a une attestation de spécialisation professionnelle en photoépilation aussi. Une drôle de question. On parle de pénurie de main-d'œuvre, mais est-ce qu'il y a aussi une pénurie d'étudiants dans certains domaines? Ben oui. Ben oui, ensemble, dans plusieurs domaines. En fait, c'est criant actuellement, là, les besoins en promotion, en fait, de notre école. C'est aussi ça, c'est de promouvoir, de passer à travers aussi les mythes de la formation professionnelle que vous nommiez un petit peu plus tôt dans l'entrevue. Puis de dire, ben viens chez nous, viens essayer, viens explorer des domaines, parce que, ben non, on ne réussit pas à former une quantité suffisante là, d'élèves pour pouvoir réussir à pallier à la pénurie de main-d'œuvre dans la région. Puis, ben c'est vrai également pour nos programmes uniques. On a des programmes qui sont uniques en Montérégie, en arpentage et topographie, en mécanique de véhicules de loisirs et d'équipements légers, puis pas de dessin industriel, en télécommunication. Donc, c'est des programmes où on va avoir des gens d'un peu partout au Québec qui vont venir, mais il faut les faire connaître, ces programmes-là. Est-ce que ça veut dire qu'il y a certains programmes où on peut peut-être avoir de la difficulté à remplir toutes les inscriptions, mais à l'opposé, dans le temps, on disait entre autres électricité, là, ça, il y a une liste d'attente. Là. Oui, tout c'est à fait. encore ça aujourd'hui? Oui. C'est le seul programme là, pour lequel il y a des listes d'attente, là. Mais pour le reste, il y a de la place. Là. Ah, il y a de la place. C'est sûr que moi, j'inviterais les gens à venir à la porte ouverte pour s'exposer. Puis je dirais aux élèves qui sont intéressés de venir, jeunes comme moins jeunes, amenez vos parents. Permettez-leur d'aller se faire une incursion dans ce monde-là de la formation professionnelle. Est-ce que c'est arrivé dans les années passées qu'il y a des gens qui sont allés à la porte ouverte? Ça les a convaincus ultimement, exemple, de choisir votre cours? Oui, la porte ouverte, c'est une fenêtre. C'est le premier pas. Il faut être connu. Les jeunes viennent, ils amènent la famille, des parents, on voit les ateliers. Et le deuxième pas, c'est élève d'un jour. C'est un super de beau produit. En tout temps, ces jeunes-là peuvent s'inscrire à une formation pour une journée. Ils sont pris en charge par l'enseignant et les jeunes qui sont en place. On fait vivre à ces jeunes-là, garçons et filles, la vie d'un atelier. Si je veux voir c'est quoi mécanique automobile, bien, je passe la journée à mécanique automobile, je m'immerge dans le groupe, ça peut allumer une bougie, comme ça peut dire c'est pas pour moi, je vais essayer d'autres choses. On a 23 métiers. Les 23 métiers sont accessibles en tout le temps à être élève d'un jour. Ça coûte rien. Puis moi, c'est le plus beau cadeau que les jeunes peuvent se faire. Quelqu'un qui va à porte ouverte et qui va finalement, OK, soudure, ça m'intéresse, je pourrais prendre une journée complète avec la soudure pour voir comment ça se passe pour ensuite prendre ma décision, c'est ça? Exact. Oui. Oui, puis on le voit avec des élèves, des fois, bien, jeunes comme moins jeunes, en fait, on leur fait faire on appelle ça des visites découvertes, où ils vont venir, par exemple, visiter l'édifice Laurier. Ils ne savent pas nécessairement vers où ils veulent s'en aller. On les fait se promener dans les différents ateliers. Puis à un moment donné, il y a des lumières qui s'allument. Puis là, bien, suite à ça, bien oui, on va aller faire élève d'un jour. Mais le soir de la porte ouverte, quelqu'un qui dirait, bien moi, je veux absolument m'inscrire, il y aura des conseillères d'orientation sur place pour les aider à passer le processus d'admission, là. Ça m'amène sur un point, parce qu'en fait, l'École professionnelle des métiers est divisée ici, dans le territoire, en 2 édifices. Oui. Bon, l'édifice Laurier, qu'on connaît à côté du vieil Aréna. Mais vous avez aussi une portion de programme à la polyvalente Armand-Racicot, donc vous êtes comme en 2 bâtisses. Et donc, la porte ouverte s'adresse aux 2 bâtiments, je présume. Tout à fait. Oui. Tout à fait. On va avoir dans la journée beaucoup de groupes scolaires. Cette année, on va avoir beaucoup de jeunes du 3e cycle du primaire
premier cycle du secondaire, deuxième cycle du secondaire. Puis, ben, c'est certain qu'on est ouvert jusqu'à 20 heures. Donc, tu sais, ça peut être les élèves qui sont venus dans la journée qui veulent montrer à leurs parents. Ça peut être des gens de la communauté, des entreprises, des organismes. Moi, j'invite vraiment tout le monde à venir faire son tour. C'est une belle école de métier. Bon, dans le cas, parce qu'on le sait, parfois les jeunes peuvent avoir eu des difficultés au secondaire. Bref, disons qu'ils n'ont pas leur fameux diplôme d'études secondaires. Il leur manque 3-4 à faire. C'est quoi le chemin qui est le plus propice pour quelqu'un qui dit « Ouais, moi, j'aimerais peut-être ça, aller en électricité, en soudure, peu importe le métier, mais j'ai pas mon diplôme de secondaire 5. » Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, en fait, avec... moi, je dirais la meilleure porte d'entrée, c'est d'aller faire valider le dossier scolaire par l'entremise d'un programme qu'on offre à la commission, au Centre de services scolaires, le SARCA, qui est un programme d'accompagnement orientant. Normalement, avec un secondaire 4 complété en français, en mathématiques et en anglais langue seconde, on peut entrer à peu près dans tous les programmes de formation professionnelle. Par contre, il y a d'autres chemins. Pour certains DEP, il y a des particularités. Donc, moi, j'inviterais vraiment les gens à communiquer avec le Centre La Relance, demander à faire évaluer leur dossier parce que c'est pas nécessaire d'avoir le DES. C'est sûr qu'on l'encourage fortement, mais c'est pas nécessaire d'avoir le DES pour pouvoir entrer en formation professionnelle. Tout programme confondu. Bon. Vos élèves, ils vous disent quoi là, quand ils ont fait, c'est quoi chez vous, 1800 heures, j'imagine? 1800 heures, oui. Bon, c'est comme 2 ans, dans le fond, si on veut. Quand ils sortent de chez vous, là, est-ce qu'ils ont une job assurée? Est-ce que même ils viennent vous les voler avant qu'ils finissent? Est-ce que vous devez avoir des discussions amicales avec les employeurs pour leur dire, laisse-le finir son cours puis il va aller chez vous après? Oui, effectivement. Les employeurs, c'est notre gros compétiteur présentement. On a même des employeurs qui vont dire, arrête ton DEP, on va te payer, tu vas suivre la formation. C'est tout de suite, on dit aux élèves, vous n'aurez pas une formation nécessairement qui est complète, qui couvre tout au complet. Mais oui, les employeurs, il y a de la place pour ces jeunes-là. Ces jeunes-là, aujourd'hui, moi, je parle pour soulageur de pression, l'ASP aussi, ces jeunes-là ont le bout du monde au bout des doigts. Dans les compagnies, viennent chercher ces jeunes-là, sont sollicités. C'est facile de déposer leur candidature, leur CV via électronique présentement. Il y a beaucoup, une très, très grosse demande. Faites-vous une mise en garde aux étudiants au début du cours pour leur dire, écoutez, d'ici la fin du cours, il y en a qui vont venir vous chercher. Là. Oui. Mais c'est important de le finir pareil. Là. C'est important parce que l'attrait, des fois, d'avoir un emploi rapidement, d'avoir une rentrée d'argent, c'est difficile présentement sur le marché. On a besoin d'argent, ces jeunes-là. C'est une belle carotte qui pourrait, des fois, les mettre... Surtout pour la clientèle adulte. Un impasse. Tu sais, quelqu'un qui a déjà travaillé puis qui, là, à 25, 30 ans, 35 ans, décide de revenir aux études à l'École des métiers, monoparental, peu importe la situation, puis que tu as besoin d'un revenu rapidement, c'est sûr que ça peut être tentant, des fois, selon ta situation personnelle, financière, d'y aller tout de suite. Là. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, on est dans ce marché-là au niveau de l'emploi. Peut-être que ça ne durera pas, peut-être que ça durera, mais ta formation que tu es allé chercher, ton DEP, une fois que tu l'as, il n'y a personne qui peut te l'enlever. Puis, bien, ça va toujours te permettre de pouvoir aller chercher des emplois parce que ta qualification, elle est ministérielle. Des formations sur mesure en entreprise, c'est très bon pour quand tu es dans cette entreprise-là, mais comme individu, par la suite, ça ne te donne pas un diplôme. Bon. Puis là, le fait que le ministre parle positivement de la formation professionnelle, ça ne peut pas nuire. On est content. Il dit même que vous allez peut-être avoir des beaux équipements tout neufs à la fine pointe de la technologie. Tant mieux pour vous autres. Qui sait, peut-être qu'on aura une grosse école des métiers à Saint-Jean unifiée. Un long projet. Oui. On verra ce que les politiciens vont décider éventuellement. Mais bref, donc je vous invite, c'est lundi, le 6 février. Autant les futurs étudiants que leurs parents peuvent aller donc à cette porte ouverte de 9h à 20h, autant à l'édifice Laurier, ici, qu'à la polyvalente Armand-Racicot pour les autres programmes. Pas besoin de s'inscrire à l'avance, on se présente là, c'est tout? On se présente tout simplement, puis j'ai le goût d'inviter les jeunes et moins jeunes à aller voir les deux édifices. Vous seriez surpris des fois de comment vous vous sentez dans les ateliers. À vous deux, merci beaucoup. Merci. Merci. Reste avec nous, on vous revient après ceci.
Parlons d'une belle cause, un organisme qu'on aime bien et surtout d'un bel événement à venir le 28 mars prochain à Longueuil. C'est le défi des chefs Leucan, ici même en Montérégie. On en discute avec Marie-Hélène Vinet, qui est chef gestion événementielle chez Leucan. Bonjour et bienvenue. Merci, bon après-midi. Comment se porte Leucan? Parce qu'on est quand même post-COVID. Vous avez quand même poursuivi vos activités au fil du temps, malgré les contraintes. Comment se porte Leucan aujourd'hui? Tout à fait. Leucan va bien. Leucan est toujours présent depuis près de 45 ans maintenant là, pour soutenir les familles. C'est sûr qu'avec la pandémie, on a dû se réinventer. On a fait des activités de levée de fonds et des activités pour nos familles en mode virtuel. Mais là, on est très content de pouvoir reprendre nos activités de levée de fonds en chair et en os, en personne. Bon, ce défi-là en question, le défi des chefs, c'est pas la première édition comme telle. C'est la 3e édition qui va avoir lieu en mars prochain. Bon, les deux autres s'étaient passés avant la pandémie? Avant la pandémie, en 2017 Ouais. et en 2018-2019. OK. Comment ça s'était passé? Qui avait eu l'idée à l'époque ou comment avez-vous trouvé cette idée là, de créer un défi des chefs? En fait, le défi des chefs est présent dans plusieurs régions du Québec. Leucan a 9 bureaux régionaux, donc le défi des chefs Leucan est présent en Outaouais, en Abitibi, au Saguenay, en Montérégie et cette année, on ajoute aussi au mois d'avril prochain un défi dans les Laurentides. Bon. C'est quand même une formule qui est intéressante, qui sort un peu des sentiers battus, des levées de fonds habituelles, disons. Oui, en fait, dans ce défi-là, là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un événement gourmand qui est accessible vraiment pour, oui, de la clientèle corporative, mais aussi pour l'ensemble des foodies, des gens qui aiment la bonne gastronomie. Donc, le défi, en fait, consiste en 3 compétitions amicales, on va se le dire, où on a une compétition entre 5 chefs qui vont présenter un tapas gastronomique à partir d'une protéine que nous, on leur impose. Donc, c'est là qui est la notion de défi et la difficulté. On a aussi une compétition entre 2 chefs pâtissiers et entre 2 baristas. Donc, dans chacun des cas, là, il y a un élément dans la compétition qui leur est imposé. Et ça veut dire que le défi des chefs, il est, je présume, différent d'une région à l'autre avec d'autres chefs, d'autres personnalités? Oui, tout à fait. Chaque région là, personnalise le défi. Dans ce cas-ci, en Montérégie, on est allé chercher des chefs qui sont présents en Montérégie. Donc, l'événement a lieu au DOC 619 à Longueuil. La chef du DOC participe donc à l'événement. Je pense aussi au chef du restaurant Théophile Bar à Vin. Ensuite de ça, on a le chef du club de golf de la Vallée du Richelieu. Ouais. On a une chef de Saint-Hyacinthe, Elisabeth Racine au millésime. Et on a l'entreprise Côté Plume, qui est un producteur là, de volailles. Et le chef qui met en lumière là, tous ces produits-là va aussi participer au défi cette année. Bon. Quelle est la capacité de cet endroit-là? Il peut y avoir combien de personnes au maximum, disons, là? Oui, bien nous, on est prêts pour recevoir 300 personnes. Donc, on a un objectif financier là, de 125 000 $ avec ce projet-là. Parce que ce qu'il faut savoir, là, c'est que Leucan Montérégie suit, bon an, mal an, là, une centaine de familles. Et de faire le suivi de ces familles-là pour une première année, on parle d'environ 10 000 $ par année. C'est sûr que c'est la première année que les gens ont le plus besoin des services de Leucan. Mais ça fait une bonne somme à ramasser. Donc, c'est un bel objectif là, pour cet événement. Bon, les billets sont déjà en vente en prévision de l'événement du 28 mars? Tout à fait. Les billets sont en vente au coût de 250 $ sur le site leucan-gourmand.com. Bon, qu'est-ce que ça comprend, le 250 $ au juste? Le 250 $, en fait, ça comprend l'accès à la soirée, donc cocktail avec bouchée. Les 3 compétitions, dans le fond, là, sont 5 tapas, 2 desserts, 2 cafés, où les gens peuvent voter pour leur coup de cœur. Ça inclut aussi l'accès à un sommelier, Pierre-Alexis Soulière, qui sera là pour présenter le vin
de base là, qui est servi durant la soirée, mais aussi pour présenter les accords mets-vins qui est possible de faire avec les tapas. On aura également un encas et un tirage là, au cours de la soirée. Donc, c'est une très belle soirée comme telle. On peut imaginer un peu ce que ça peut donner. En même temps, vous avez énuméré aussi les chefs là, qui vont être là et le genre de soirée. Bref, donc 125 000 parce que, bon, le camp est beaucoup connu pour son défi tête rasée, bien évidemment, mais vous ne faites pas juste ça dans l'année. Il y a d'autres types d'activités comme le défi des chefs, mais il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres aussi. Entre autres, là, le camp sera cause bénéficiaire pour le Marathon bénévent de Montréal au mois de septembre. Et il y a beaucoup de gens aussi qui organisent leur propre levée de fonds, leur propre activité. Et nous, on est là pour les soutenir tout au long de l'année. Bon, vous avez fait référence au montant visé pour cette soirée-là, mais en gros, vous avez fait référence aussi aux familles qui reçoivent de l'aide, des services de la part de l'UQAM, parce que ça, c'est le nœud de l'affaire. Dans le fond, c'est quoi le panier de services offert par l'UQAM ici, en Montérégie? Oui. Dans le fond, l'UQAM, comme je le disais tout à l'heure, là, œuvre depuis près de 45 ans. On a toujours une centaine de familles. Donc, l'UQAM offre des services dès l'annonce du diagnostic, puis tout au long de la maladie. Donc, à travers les traitements, mais aussi après. Parce que bien que le taux de survie soit passé de 15 à 82 des fois, nos survivants vivent avec des séquelles. Ouais. Donc, on est là à ce moment-là aussi. Donc, nos 5 axes d'intervention sont principalement au niveau de lutter contre la maladie, donc tout ce qui est recherche en oncologie pédiatrique. On parle aussi de réconforter, d'informer, d'orienter nos familles, de diminuer la souffrance parce que par la massothérapie et tout ça, les traitements, c'est quand même difficile sur le corps. De briser l'isolement. Nous, on l'a vécu pendant la pandémie, d'être dans la maison, de ne pas pouvoir voir nos amis, nos familles. Mais nos familles, l'UQAM, c'est ça qu'elles vivent dès l'annonce du diagnostic. L'enfant qui est immunosupprimé, dans le fond, doit être très, très, très prudent dans ses contacts. Puis, on aide financièrement aussi. Donc, que ce soit, là, comme je vous disais, dès l'accueil, dès l'annonce du diagnostic, on a des conseillères aux familles qui sont là avec une belle trousse d'accueil où on remet à l'enfant, parce que des fois, là, la famille n'a même pas le temps de retourner à la maison dans le début des traitements. Donc, avec une doudou, un jeu, de l'information, il y a de l'animation en salle de jeu. Donc, les enfants, des fois, n'ont pas l'impression d'aller à leur traitement, mais ils ont quand même un petit peu hâte d'aller à l'hôpital pour pouvoir aller jouer à la salle de jeu. De l'accompagnement aussi en milieu scolaire, parce que ces enfants-là vont réintégrer l'école. Puis là, des fois, ils ont des changements corporels et tout ça. Donc, on a vraiment beaucoup d'aide financière. Là, on parle de 12-13 programmes de fonds et de bourses pour revenir en aide aux familles. Mais c'est énorme. Puis moi, je le dis, fort heureusement, je n'ai jamais eu à avoir dans mon entourage immédiat des enfants atteints de cancer, fort heureusement. Mais on a reçu ici même sur ce plateau, au cours des 30 dernières années, des enfants eux-mêmes atteints de cancer, mais des parents qui venaient aussi témoigner, souvent dans des événements d'ailleurs liés à l'UQAM. Puis tous les parents qui sont venus ici sur le plateau ont toujours indiqué ou témoigné de l'aide que l'UQAM, comme quoi c'était primordial. Parce qu'on peut imaginer quand on sort du bureau du médecin avec le diagnostic, le ciel nous tombe sur la tête. Mais on sait qu'il y a des gens comme vous chez l'UQAM qui vont être là pour les accompagner tout au long de ce processus-là et qui, oui, dans certains cas, heureusement, aujourd'hui, le taux de survie est beaucoup plus élevé, mais bon, les traitements de chimiothérapie, ça peut laisser des traces aussi à long terme. Ouais. Bref, c'est innommable. Vous dites une centaine de familles juste ici en Montérégie? Juste en Montérégie, oui. Puis à travers le Québec, on parle d'environ 300 familles par année qui reçoivent un diagnostic de cancer, un diagnostic de rechute, ou pour laquelle, là, malheureusement, l'enfant va décéder. Donc, Mme Vinet, ces familles-là, évidemment, reçoivent beaucoup de services dans la région. Ils sont très, très, très redevables. Ils témoignent également de ce qu'ils reçoivent, mais c'est d'une importance capitale au sortir d'un diagnostic chez le médecin que des gens comme vous, chez l'UQAM, puissent évidemment les accompagner. Oui, tout à fait. Puis, on se fait souvent dire par les familles que la rencontre avec la conseillère de l'UQAM, c'est comme un phare qui vient d'arriver dans leur tempête, que c'est un ancrage. Donc, je pense que l'image est quand même assez forte là, du brouillard dans lequel ces familles-là se retrouvent.
Bon, là, une fois le défi des chefs complété à la fin mars, je présume qu'on recommence à nouveau les défis tête rasée un peu partout au Québec ou d'autres types d'activités? Oui, bien en fait, la saison forte du défi tête rasée, c'est vraiment le printemps, avril, mai, juin. Parce que c'est plus facile d'avoir les cheveux rasés l'été, c'est moins froid. Donc, c'est possible de relever le défi en famille, entre amis, d'impliquer son école, son entreprise. Sur le têterasée.com, tous les détails sont là. Puis, donc, on a un deuxième défi aussi dans les Laurentides. On a, je disais plutôt là, une participation au marathon. Ensuite de ça, notre grand événement corporatif là, qui aura lieu quelque part en octobre-novembre, on est en planification. Tout ça. Mais quelqu'un qui veut faire le défi tête rasée, c'est comme là qu'on le décide un peu. Là. Je veux dire, c'est un peu comme en ce moment qu'on commence à y penser puis peut-être à se préparer. Oui, on peut commencer à y penser. Je vous dirais que la campagne de levée de fonds d'un défi tête rasée là, se fait très bien en 2-3 semaines à partir du moment où la personne a pris sa décision. En moyenne, les participants là, ramassent environ 1 000 $ depuis la pandémie pour cette activité-là. Donc, en terminant, le défi des chefs Leucan, ici même en Montérégie pour l'édition de la région, le mardi 28 mars à Longueuil, événement gourmand, 250 $ le billet. Si on veut se procurer ces fameux billets, on fonctionne comment? Le plus facile, ce sera de se rendre en ligne sur le site leucan-gourmand.com. Est-ce qu'il peut rester des petits billets jusqu'à la dernière minute ou on est mieux de faire ça d'avance? Ah ben, c'est sûr qu'on est toujours mieux de faire ça à l'avance, mais on a la capacité quand même d'accueillir 300 personnes ce soir-là. Donc, un gros merci, puis bonne chance. Bien, merci beaucoup. Au revoir. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Vous savez que sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a un bureau régional de la CNESST. Et d'ailleurs, on a reçu tout récemment un communiqué qui est fort à propos à ce moment-ci. On ne s'improvise pas déneigeur. Et vous savez que c'est tolérance zéro de la part de la CNESST là-dessus. À demain.